Je n'aurais jamais pensé que les mots les plus douloureux de ma vie seraient prononcés à ma propre table, par la bouche de mon propre fils. Alors que nous partagions le déjeuner du dimanche que je préparais moi-même depuis 35 ans. Restez avec moi. Parce que cette histoire a un retournement de situation que vous ne pourrez jamais prévoir. Je m'appelle Jean-Pierre Lefebvre. J'ai 67 ans. Et toute ma vie, j'ai cru avoir bâti quelque chose de solide, une famille unie. Une maison pleine d'amour et un héritage dont je pouvais être fier. Ce dimanche 15 mars 2024. Mon monde s'est effondré avec une seule phrase. Pour comprendre ce coup de poignard, il faut revenir quelques heures en arrière. À ce dimanche matin qui ressemblait à tous les autres. Le soleil de début de printemps filtrait à travers les fenêtres de notre maison sur les pentes de la Croix-Rousse. À Lyon. L'air était empli de l'odeur réconfortante du poulet rôti qui dorait lentement dans le four. C'était une tradition. Notre tradition. Chaque dimanche, je préparais le poulet rôti aux herbes de Provence. Exactement comme ma mère me l'avait appris. Mon fils, Antoine, en raffolait depuis qu'il était enfant. C'était sa Madeleine de Proust, disait-il souvent. Ma femme, Monique, mettait la table avec la nappe brodée que nous avions héritée de ma grand-mère. Chaque objet dans cette maison avait une histoire. Chaque rituel était un fil qui tissait la toile de notre vie commune. Sylvie, ma belle-fille, devait apporter le dessert de chez Pignol, la célèbre pâtisserie lyonnaise. Tout semblait parfait, comme nous nous efforcions toujours que ce soit. Antoine, mon fils unique, aujourd'hui âgé de 35 ans, est arrivé cet après-midi-là avec une expression étrange. Je l'ai remarqué au moment même où il a franchi la porte. Ce n'était pas son sourire habituel? Celui qui illuminait toute la maison quand il était enfant. Il y avait quelque chose de froid dans ses yeux? Une distance que je n'avais jamais vue en lui. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Du stress de son travail dans la finance. On a tous nos mauvais jours. Bonjour papa. Bonjour maman. A-t-il dit. Sa voix plus plate que d'habitude. Sylvie, à ses côtés, arborait un sourire un peu trop éclatant. Un peu trop forcé. Elle nous a tendu la boîte de gâteaux avec un enthousiasme qui sonnait faux. Pendant le déjeuner, la conversation était laborieuse. Monique parlait de la météo. Des fleurs qui commençaient à éclore dans le jardin. Sylvie racontait une anecdote sur son travail dans l'immobilier. Un secteur en plein essor dans la métropole. Mais Antoine restait silencieux, remuant les morceaux de poulet dans son assiette sans presque y toucher. Lui qui, d'habitude, se resservait 2 fois. J'essayais de maintenir une ambiance joyeuse, comme je l'avais toujours fait. Je racontais des histoires de ma semaine. Je posais des questions sur leurs projets. J'étais le pilier, le chef d'orchestre de ces symphonies dominicales. Mais aujourd'hui, l'orchestre semblait désaccordé. Les notes flottaient dans l'air sans jamais trouver l'harmonie. C'est au moment où je me suis levée pour proposer une 2e part de gratin dauphinois que c'est arrivé. Antoine a laissé tomber sa fourchette sur son assiette avec un bruit métallique qui a résonné dans toute la cuisine. Un bruit sec. Final. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et avec une froideur que je n'avais jamais entendue dans sa voix. Il a dit, « Papa, tu es ici parce que c'est ta maison. Mais pas parce que tu es le bienvenu. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. Un silence si lourd qu'il semblait aspirer tout l'air de la pièce. Monique est restée pétrifiée. Sa cuillère à mi-chemin de sa bouche. Sylvie a baissé les yeux vers son assiette. Comme si elle étudiait soudainement le motif de la faïence. Et moi, j'ai eu l'impression qu'on venait de m'enfoncer un couteau en plein cœur. Qu'est-ce que tu as dit?
Ai-je réussi à murmurer, pensant que j'avais mal entendu? Que mes oreilles de 67 ans me jouaient un tour cruel. Ce que tu as entendu? A répondu Antoine. Sans ciller. Cette maison est techniquement à toi. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ta présence y est souhaitée. J'ai essayé de comprendre ces mots. C'était le même garçon qui courait vers moi quand je rentrais du travail. Le même qui me suppliait de lui lire des histoires avant de dormir. Le même qui m'appelait, mon héros, quand il avait des problèmes à l'école. Comment était-il possible que ce même garçon, maintenant transformé en homme, soit en train de me dire que je n'étais pas le bienvenu dans ma propre maison? La maison que j'avais achetée avec les économies de toute une vie. La maison où il avait fait ses premiers pas. La maison dont chaque mur était imprégné de nos souvenirs. Antoine, intervint Monique d'une voix tremblante. Ne parle pas comme ça à ton père. Non. Maman, a-t-il répliqué avec fermeté. Il est temps que les choses soient claires. Il faut que papa comprenne que les choses vont changer. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. Changer? Quelle chose allait changer? Et pourquoi personne ne m'avait consulté au sujet de ces prétendus changements? J'ai cherché des réponses dans les yeux de Monique. Mais elle a évité mon regard. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle savait. Elle était au courant de quelque chose. De quel changement parles-tu? Mon fils? Ai-je demandé? En essayant de garder mon calme. Même si à l'intérieur, je sentais le sol se dérober sous mes pieds. On en discutera plus tard? Fut sa seule réponse avant de se lever de table. Sylvie. On y va. Et c'est ainsi, sans plus d'explication, que mon fils et ma belle-fille ont pris leurs affaires et sont partis. Me laissant assis dans ma cuisine avec une assiette de poulet que je ne pouvais plus avaler et un millier de questions sans réponse. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée éveillée dans mon fauteuil préféré. Le même où j'avais bercé Antoine quand il était bébé. Ressassant encore et encore chaque mot. Chaque geste. Chaque regard de ce déjeuner. Avais-je fait quelque chose de mal? Avais-je dit quelque chose qui l'avait offensé? Pourquoi Monique n'avait-elle pas défendu notre famille avec plus de force? Mais tandis que les heures passaient et que l'aube approchait, quelque chose en moi a commencé à changer. La tristesse initiale a laissé place à un sentiment différent. Un besoin de comprendre ce qui se passait réellement. J'avais bâti une entreprise de conseil en ingénierie à partir de rien. J'avais navigué à travers des crises économiques. J'avais pris des décisions difficiles pendant des décennies. Je n'allais pas rester assis à me lamenter sans chercher de réponse. À 6 heures du matin, le lundi 16 mars, j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'allais découvrir ce qui se cachait derrière ces mots si cruels. Mon fils avait dit que les choses allaient changer. Et je devais savoir exactement ce que cela signifiait. En préparant mon café du matin, mon esprit formulait déjà un plan. Si j'avais appris quelque chose en 67 ans de vie, c'est que les réponses ne viennent pas à vous toutes seules. Il faut aller les chercher. Le lundi matin, après une nuit blanche, j'ai décidé de confronter Monique directement. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec l'incertitude de ce que j'avais vu la veille. Ma femme, depuis 42 ans, devait me donner des explications. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle portait ce peignoir bleu que j'aimais tant. Le même qu'elle portait quand nous étions de jeunes mariés. Mais maintenant, en l'observant attentivement, j'ai remarqué quelque chose de différent dans ses gestes. Il y avait une tension dans ses épaules, une raideur qui n'était pas naturelle chez elle. Monique, ai-je dit d'une voix ferme. Nous devons parler. Elle n'a pas levé les yeux de la cafetière.
À propos de quoi? Jean-Pierre? À propos de ce qui s'est passé hier. À propos de ce que notre fils a dit. Et à propos du fait que tu n'avais pas l'air surprise. C'est alors qu'elle s'est arrêtée. Ses mains ont tremblé légèrement en posant la tasse sur le comptoir. Après quelques secondes qui ont paru une éternité, elle s'est tournée vers moi. Les yeux remplis de larmes. Je savais que ce moment viendrait, a-t-elle murmuré. Quel moment? Monique? De quoi parles-tu? Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. La même chaise où elle avait nourri Antoine quand il était petit. La même où nous avions partagé des milliers de petits déjeuners heureux. Mais maintenant, cette chaise semblait être à des kilomètres de distance. Jean-Pierre. Antoine est venu me voir il y a 3 semaines. Il était très agité. Il parlait de projets, d'avenir, de choses que je ne voulais pas entendre. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Quel genre de projet? Il pense. Il croit que nous sommes devenus trop vieux pour gérer tout ça. Elle a fait un geste qui englobait la maison. L'hypothèque est payée depuis longtemps. Les économies sont là. Et il dit que ce serait mieux si. Monique. Dis-le-moi clairement. Elle a pris une profonde inspiration. Les larmes coulant maintenant sur ses joues. Si nous partagions les biens maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Les mots sont tombés sur moi comme un marteau. Partager les biens. Mon fils prévoyait de démanteler mon patrimoine alors que j'étais encore en vie et en parfaite santé. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé? Bien que je redoute la réponse. Monique a couvert son visage de ses mains. Au début, j'ai refusé catégoriquement. Je lui ai dit que tu étais son père. Que nous nous étions sacrifiés toute notre vie pour lui. Que cette maison était notre foyer. Au début. Mais il a insisté. Jean-Pierre. Jour après jour. Il m'appelait le matin quand tu partais marcher. Il me rendait visite l'après-midi quand tu étais à ton atelier de bricolage. Il m'expliquait que ce n'était rien de personnel. Que c'était simplement la chose la plus intelligente à faire d'un point de vue financier. J'avais l'impression de regarder une étrangère. Cette femme qui avait partagé mon lit pendant plus de 40 ans m'avait caché des conversations secrètes avec notre fils sur mon propre avenir. Et Sylvie? Ai-je demandé. Elle est aussi impliquée? C'est Sylvie qui a eu l'idée au départ? A avoué Monique d'une voix brisée. Elle travaille dans l'immobilier. Elle connaît le marché. Elle dit que cette maison vaut beaucoup plus aujourd'hui que ce que nous avons payé. Que le quartier de la Croix-Rousse est devenu très prisé. Tout commençait à prendre forme dans mon esprit. Ce n'était pas seulement un caprice de mon fils ou une crise familiale passagère. C'était un plan calculé. Une stratégie financière conçue par ma belle-fille et exécutée par mon propre fils. Avec la complicité silencieuse de ma femme. Depuis combien de temps planifie-il cela? Ai-je demandé. Avec la voix la plus calme que j'ai pu trouver. Depuis janvier. A-t-elle admis. Sylvie a fait en sorte qu'Antoine consulte un avocat spécialisé en succession. Apparemment. Il existe des moyens légaux d'anticiper le partage des biens. Si toutes les parties sont d'accord. Toutes les parties. Les jeux interrompus. Et moi? Quand allais-je savoir que j'étais une partie dans cet accord? Antoine disait qu'il t'expliquerait progressivement. Qu'il te ferait voir les avantages. Que tu pourrais continuer à vivre ici. Mais que légalement. La propriété serait divisée entre nous 3. La froideur de tout ce plan m'a coupé le souffle. Non seulement ils avaient décidé de mon avenir sans me consulter. Mais ils avaient conçu un moyen de faire croire que c'était pour mon propre bien. Et les économies? Le compte de retraite? Les investissements que je fais depuis 30 ans? Monique a fermé les yeux avant de répondre. Tout. Jean-Pierre.
Le plan inclut tout. Je me suis levée de table. J'avais besoin de bouger, de penser, de digérer cette information. J'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin. Le même jardin où j'avais appris à Antoine à jouer au football. Où nous avions célébré ses anniversaires. Où Monique cultivait ses roses préférées. Tu es d'accord avec tout ça? Ai-je demandé sans me retourner. Je ne sais pas. Jean-Pierre. Je suis perdu. Antoine dit que c'est le mieux pour tout le monde. Que ça évite des problèmes futurs. Que ça leur garantit que tu ne pourras pas changer d'avis plus tard. Le silence de Monique était toute la réponse dont j'avais besoin. Il y a autre chose? A-t-elle ajouté d'une voix presque inaudible. Antoine a mentionné que si tu n'acceptes pas volontairement. Il existe des procédures légales. Des procédures légales? Pour déclarer une personne incapable de gérer ses propres affaires. Une mise sous curatelle. À cet instant, j'ai compris toute l'ampleur de ce à quoi j'étais confrontée. Ce n'était pas seulement une trahison familiale. C'était un coup d'État soigneusement orchestré contre ma propre vie et mon autonomie. Alors que je restais là, à regarder par la fenêtre, un calme étrange m'a envahi. Pendant 67 ans, j'avais bâti ma réputation en étant un homme réfléchi, analytique et stratégique. Je n'allais pas les laisser me sous-estimer maintenant. Merci de m'avoir dit la vérité. Monique. Ai-je finalement dit en me retournant vers elle. Maintenant, au moins, je sais exactement où je me situe. Cet après-midi-là, pendant que Monique pleurait dans sa chambre, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à faire une liste de tout ce que je devais savoir. Si ma famille voulait jouer avec des stratégies légales et financières, ils allaient bientôt découvrir qu'ils avaient gravement sous-estimé leur adversaire. Les jours qui ont suivi ont été les plus productifs de ma vie en termes de collecte d'informations. Pendant 40 ans dans le secteur de l'ingénierie, j'avais appris que les détails sont essentiels. Et maintenant, cette expérience allait devenir ma meilleure arme. J'ai commencé par examiner tous les documents financiers que je gardais dans mon bureau, relevés bancaires, police d'assurance, titres de propriété, certificats d'investissement. Tout était méticuleusement organisé dans des classeurs que j'avais tenus à jour pendant des décennies. Mais maintenant, je les examinais avec des yeux différents, à la recherche du moindre mouvement suspect. C'est le mercredi 18 mars que j'ai fait la première découverte alarmante. Sur le relevé bancaire de février, il y avait 2 consultations de soldes que je n'avais pas autorisées. Quelqu'un avait demandé des informations sur mon compte courant et mon compte d'épargne. Les dates coïncidaient exactement avec ce que Monique m'avait avoué au sujet des visites secrètes d'Antoine. J'ai immédiatement appelé la banque. Après m'être identifié auprès du directeur de l'agence, Monsieur Dubois, un homme que je connaissais depuis une quinzaine d'années, j'ai pu confirmer mes soupçons. Monsieur Lefebvre, m'expliqua Dubois avec un certain malaise. Votre fils s'est présenté ici avec une procuration signée de votre main. Il avait besoin d'informations pour, soi-disant, vous aider avec votre déclaration d'impôt. Une procuration signée de ma main? Ai-je demandé, sentant mon sang se glacer. Oui. Monsieur. Nous avons vérifié la signature avec celle de notre base de données et elle correspondait parfaitement. J'ai raccroché le téléphone avec une terrible certitude. Ma propre signature avait été falsifiée. Antoine avait réussi à accéder à des informations confidentielles grâce à des documents frauduleux. Ce n'était plus seulement une trahison familiale. C'était un délit. Ce même après-midi, pendant que Monique était sortie acheter des médicaments pour sa tension artérielle, j'ai décidé de fouiller de manière exhaustive le bureau qu'Antoine utilisait lorsqu'il venait nous rendre visite. C'était une petite pièce au fond du couloir,
où nous gardions des livres et où il avait l'habitude de travailler avec son ordinateur portable quand il restait déjeuner le dimanche. Dans le tiroir du bureau, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Des photocopies de tous mes documents personnels, passeport, carte d'identité, titre de propriété de la maison, police d'assurance vie, et même des copies des comptes rendus de mes derniers bilans de santé. Tout était là. Parfaitement organisé dans un dossier bleu que je ne reconnaissais pas. Mais le plus troublant se trouvait sur la dernière page, une ébauche manuscrite de l'écriture d'Antoine. C'était un calendrier détaillé qui incluait des dates spécifiques et des actions concrètes. Avril, obtenir évaluation médicale indépendante. Mai, présenter la documentation légale, curatelle. Juin, transfert initial des actifs. Juillet, signature définitive. Mon fils avait planifié les 4 prochains mois de ma vie sans que je le sache. Il avait même fixé des délais pour chaque phase de sa stratégie. J'ai photographié chaque document avec mon téléphone portable, en prenant soin de ne laisser aucune trace de mon passage. Si Antoine documentait tout méticuleusement, je ferais de même. Le jeudi matin, j'ai décidé de creuser plus profondément. Je me suis souvenu qu'il avait mentionné des consultations avec des avocats. J'ai donc cherché dans l'historique des appels du téléphone fixe de la maison. Monique avait toujours insisté pour conserver la ligne fixe pour les urgences. Et maintenant, je me réjouissais de cette décision. Parmi les appels passés au cours des dernières semaines, j'ai trouvé plusieurs numéros que je ne reconnaissais pas. En utilisant l'annuaire en ligne, j'ai identifié que 2 de ces numéros appartenaient à des cabinets d'avocats spécialisés en droit de la famille et en succession. Avec beaucoup de précautions, j'ai appelé le premier d'entre eux, me faisant passer pour un client potentiel intéressé par les procédures de mise sous curatelle. La secrétaire, sans rien soupçonner, m'a expliqué qu'en effet, ils avaient eu des consultations récentes sur des cas de personnes âgées nécessitant une protection légale de la part de leurs proches. Le deuxième appel a été encore plus révélateur. L'avocat, Maître Santoro, a immédiatement reconnu mon nom de famille lorsque je me suis présenté. Ah! Vous devez être le père d'Antoine Lefebvre? A-t-il dit sans réfléchir. Votre fils est venu ici la semaine dernière pour se renseigner sur les procédures de curatelle. J'ai raccroché immédiatement. Mais j'avais déjà toutes les informations dont j'avais besoin. Mon fils n'avait pas seulement falsifié des documents et collecté mes données personnelles. Il avait spécifiquement consulté des experts sur la manière de me déclarer légalement incapable. Ce soir-là, pendant que nous dînions en silence, j'ai observé attentivement Monique. Ses mouvements étaient nerveux. Elle évitait mon regard et touchait à peine sa nourriture. Il était évident que la pression de garder le secret l'affectait profondément. Comment s'est passée ta journée? Ai-je demandé normalement, comme si je n'avais rien découvert. Bien. Normal. A-t-elle répondu rapidement. Je suis allée au marché. Puis à la pharmacie. Antoine t'a appelé aujourd'hui? Elle s'est visiblement crispée. Non. Pourquoi cette question? Pour rien de particulier. Juste par curiosité. Mais je savais qu'il avait appelé. J'avais vu l'enregistrement sur le téléphone, un appel de 32 minutes à 14 heures. Exactement au moment où j'étais sortie pour ma promenade quotidienne. Le vendredi. J'ai décidé de franchir une étape plus audacieuse. J'ai profité du fait que Monique était à son rendez-vous médical hebdomadaire pour fouiller complètement la maison. Dans la chambre principale, à l'intérieur de la commode de Monique, j'ai trouvé un petit carnet caché parmi ses sous-vêtements. Les notes, écrites de sa main, documentaient des conversations téléphoniques avec Antoine au cours des 5 dernières semaines. Il y avait des dates précises, des résumés de chaque appel et, le plus choquant,
Des listes de mes routines quotidiennes, mes heures de départ et d'arrivée, mes rendez-vous médicaux, et même mes états d'âme. Ma propre femme m'avait espionné et rapporté mes activités à notre fils comme un agent secret. Dans la dernière entrée, datée de la veille, j'ai lu quelque chose qui m'a glacé le sang. Antoine dit qu'il a déjà tout préparé. La semaine prochaine, il parlera directement à son père. S'il refuse, ils passeront au plan B. Il dit qu'il n'y a pas de retour en arrière. J'ai refermé le carnet et je l'ai laissé exactement là où je l'avais trouvé. J'avais maintenant des preuves physiques de toute la conspiration, documents falsifiés, consultations juridiques secrètes, espionnage domestique et un calendrier précis des actions futures. En retournant à mon bureau, un étrange sentiment de clarté m'a envahi. Toute ma vie, j'avais affronté des défis professionnels complexes. J'avais navigué à travers des crises économiques, pris des décisions difficiles sous pression. Mais je n'avais jamais rien affronté qui exigeait autant de ma capacité stratégique que cela. Ma famille avait commis une erreur fondamentale, ils avaient supposé que j'étais un vieil homme sans défense et prévisible. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Cet après-midi-là, j'ai commencé à rédiger mon propre plan d'action. S'ils avaient un calendrier, j'en aurais un meilleur. S'ils avaient consulté des avocats, je consulterais de meilleurs avocats. S'ils pensaient pouvoir me manipuler en utilisant mon amour familial contre moi, ils apprendraient que des décennies d'expérience dans le monde des affaires m'avaient enseigné à séparer les sentiments de la stratégie lorsque c'était nécessaire. La guerre avait commencé, mais ils ne le savaient pas encore. Le samedi 21 mars, j'ai décidé d'étendre mon enquête au-delà des limites de mon foyer. Si cette conspiration était aussi élaborée qu'elle le paraissait, je devais comprendre jusqu'où s'étendaient ces tentacules et qui d'autres pourraient être impliqués. Mon premier arrêt fut le bureau de mon comptable, Fernando Castillon, qui gérait mes finances personnelles depuis 12 ans. Fernando était un homme méticuleux et discret, des qualités que j'avais toujours appréciées. Mais maintenant, je devais savoir si cette discrétion avait été compromise. Fernando, ai-je dit directement en nous asseyant dans son bureau ce matin-là. J'ai besoin que vous me disiez en toute honnêteté si quelqu'un de ma famille vous a posé des questions sur mes affaires financières. Son expression a changé immédiatement. Le malaise sur son visage m'a confirmé que mes soupçons étaient fondés. Monsieur Lefebvre, a-t-il commencé nerveusement. Votre belle-fille, Sylvie, est venue me voir il y a 3 semaines. Elle a dit que vous l'aviez envoyée pour obtenir un résumé de votre situation patrimoniale. Et que lui avez-vous dit? Au début, j'ai refusé. Bien sûr. Mais elle a insisté, affirmant que vous aviez signé une autorisation. Elle avait même une copie de votre carte d'identité et connaissait des détails spécifiques sur vos investissements que vous seul pouviez connaître. Mon estomac s'est noué. Sylvie avait utilisé les informations qu'Antoine avait collectées sur mes documents pour convaincre mon propre comptable qu'elle agissait avec mon consentement. Quelles informations lui avez-vous fournies exactement? Fernando a desserré sa cravate, visiblement mal à l'aise. Je lui ai donné un résumé complet de vos actifs. Les 2 propriétés, les comptes bancaires, le plan d'épargne retraite, les actions de votre ancienne entreprise. Tout, ai-je demandé, sentant la trahison s'approfondir. Oui, monsieur. Je lui ai aussi expliqué la structure de vos investissements et fourni les évaluations actualisées de chaque actif. Je suis resté silencieux pendant quelques instants, digérant l'ampleur de ce que je venais d'entendre. Sylvie n'avait pas seulement accès à des informations générales sur mon patrimoine. Elle connaissait chaque détail de ma situation financière avec une précision exacte. A-t-elle mentionné pourquoi elle avait besoin de ces informations?
Elle a dit que vous planifiez une surprise pour votre anniversaire. Quelque chose lié à une réorganisation de vos investissements pour optimiser les impôts. Une réorganisation de mes investissements. L'ironie était presque comique. Mon propre argent était utilisé pour financer le plan qui visait à me le voler. Après avoir quitté le bureau de Fernando, j'ai décidé de rendre visite à mon médecin de famille, le docteur Patrice Mendes, qui me suivait depuis 8 ans. Si le plan d'Antoine incluait une évaluation médicale indépendante, je devais savoir s'ils avaient déjà fait des démarches dans cette direction. Docteur Mendes, ai-je dit lors de ce qui semblait être une consultation de routine. Avez-vous reçu un appel de ma famille demandant des informations sur mon état de santé? Sa réaction a été immédiate et préoccupante. En effet, votre fils a appelé la semaine dernière. Il posait des questions sur vos capacités cognitives et votre état de santé général. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas fournir d'informations médicales sans votre autorisation explicite. Bien sûr. Mais il a beaucoup insisté, disant qu'il était inquiet à cause de quelques épisodes de confusion que vous auriez eus récemment. Des épisodes de confusion? Ai-je répété? Incrédule. Oui. Il a mentionné que dernièrement, vous aviez oublié des conversations importantes? Que vous répétiez les mêmes questions et montriez des signes de désorientation temporelle. L'audace d'Antoine me laissait sans voix. Non seulement il collectait des informations médicales sur moi, mais il fabriquait des symptômes inexistants pour construire un dossier de détérioration cognitive. Docteur, vous m'avez examiné il y a à peine un mois. Avez-vous observé le moindre signe de détérioration cognitive chez moi? Absolument aucun. Monsieur Lefebvre. Vos fonctions cognitives sont parfaitement normales pour votre âge. En fait, votre agilité mentale est supérieure à celle de beaucoup de mes patients de 20 ans plus jeunes. Avez-vous dit cela à mon fils? Je le lui ai expliqué clairement. Mais il a insisté sur le fait que je devrais peut-être vous orienter vers un spécialiste en gériatrie pour une évaluation plus approfondie. Maintenant, je comprenais parfaitement la stratégie. Antoine construisait systématiquement un dossier qui justifierait une déclaration d'incapacité. Il avait falsifié des documents, collecté des informations financières détaillées, consulté des avocats spécialisés, et maintenant, il tentait d'établir un historique médical fictif. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire une visite surprise à l'agence immobilière où travaillait Sylvie. Je devais évaluer personnellement la véritable architecte de ce plan. L'agence, Lyon Immo Prestige, était située dans le quartier de la Presqu'île. Dans un bâtiment moderne qui reflétait le succès du marché immobilier local. Quand je suis arrivée, la réceptionniste m'a informé que Sylvie était avec un client. Mais que je pouvais l'attendre. Pendant que j'attendais, j'ai entendu des bribes de sa conversation à travers la porte vitrée de son bureau. Elle parlait au téléphone et, bien que je ne puisse pas distinguer tous les mots, j'ai pu capter quelques phrases qui m'ont glacé le sang. Le processus est plus avancé que nous ne le pensions. L'évaluation de la propriété principale est excellente. Nous devrions accélérer le calendrier. Quand elle est finalement sortie pour me recevoir, son expression de surprise a confirmé que ma visite n'était ni attendue ni désirée. Jean-Pierre, a-t-elle dit avec un sourire forcé. Quelle surprise de vous voir ici. Sylvie. Je dois te parler de quelque chose d'important. Je l'ai emmenée dans un café voisin, où j'ai décidé de tester jusqu'où allait sa duplicité. Pendant 20 minutes, j'ai maintenu une conversation apparemment décontractée sur le marché immobilier, les prix des propriétés dans notre quartier et les tendances d'investissement. Sylvie répondait avec un enthousiasme professionnel, fournissant des détails spécifiques sur les évaluations et les opportunités de marché. Mais ce qui m'a le plus frappé,
C'est sa connaissance précise des caractéristiques exactes de ma propriété, les mètres carrés, l'année de construction, les améliorations apportées, même des détails sur le chauffage et le système électrique que seule une personne ayant étudié minutieusement le titre de propriété pouvait connaître. Tu as fait une recherche très exhaustive sur les propriétés du quartier? Ai-je commenté nonchalamment. C'est mon travail? A-t-elle répondu? Mais elle a évité mon regard. Tu connais même des détails très spécifiques sur ma maison. C'est alors qu'elle est devenue visiblement nerveuse. Eh bien, c'est l'une des propriétés les plus emblématiques de la région. C'est normal que je l'ai étudiée. Étudiée pourquoi exactement? Le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quel aveu. Sylvie s'est excusée rapidement, prétextant un rendez-vous urgent, et a quitté le café, me laissant avec la certitude absolue qu'elle était, en effet, le cerveau derrière toute l'opération. Ce soir-là, de retour à la maison, je me suis assis à mon bureau et j'ai élaboré une carte mentale de toute la conspiration. C'était bien plus vaste et sophistiqué que je ne l'avais imaginé au départ. Antoine était l'exécuteur émotionnel, utilisant la relation filiale pour manipuler la situation. Sylvie était la stratège financière, apportant ses connaissances techniques et ses contacts professionnels. Monique était l'informatrice interne, fournissant un accès et une surveillance constante. Et ils avaient réussi à infiltrer mon cercle de confiance professionnel, compromettant à la fois mon comptable et tentant de manipuler mon médecin. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient complètement sous-estimé ma capacité à détecter, analyser et répondre à leurs stratégies. Pendant 40 ans d'expérience en entreprise, j'avais dû affronter des concurrents impitoyables, des partenaires déloyaux et des crises complexes. Cette situation, bien que personnellement douloureuse, n'était pas différente en termes stratégiques. Alors que j'organisais toutes les preuves que j'avais recueillies au cours de la semaine, un sentiment de détermination froide m'a envahi. Ce n'était plus seulement une question de défendre mon patrimoine ou mon autonomie. C'était une question d'enseigner une leçon fondamentale sur les conséquences de trahir la confiance de quelqu'un qui avait consacré sa vie entière à protéger et à subvenir aux besoins. Lundi commencerait la phase 2 de mon enquête, identifier des alliés et préparer ma contre-offensive. Le lundi 23 mars, j'ai décidé qu'il était temps de transformer mon rôle de victime silencieuse en celui de stratège actif. Pendant le week-end, j'avais minutieusement analysé toutes les informations recueillies et j'avais maintenant besoin de professionnels de confiance pour m'aider à protéger ce que j'avais construit pendant des décennies. Mon premier appel a été pour maître Sébastien Durand, un avocat spécialisé en droit patrimonial que j'avais connu des années auparavant lors d'une conférence sur la planification financière pour les retraités. Maître Durand avait la réputation d'être discret, efficace et absolument loyal envers ses clients. Monsieur Lefebvre, m'a-t-il salué en arrivant à son cabinet ce matin-là. C'est un plaisir de vous revoir après tant de temps. En quoi puis-je vous aider? J'ai exposé la situation complète sans omettre aucun détail. Je lui ai montré les photographies des documents que j'avais trouvés. Je lui ai parlé des consultations secrètes d'Antoine avec d'autres avocats et j'ai détaillé le calendrier qu'ils avaient établi à mon insu. Maître Durand a écouté attentivement, prenant des notes méticuleuses. Son expression devenait de plus en plus sérieuse à chaque révélation. Monsieur Lefebvre, a-t-il finalement dit. Ce que vous me décrivez constitue plusieurs délits graves, falsification de documents, obtention frauduleuse d'informations confidentielles et, le plus préoccupant, la préparation d'une procédure de curatelle sans fondement médical réel. Quelles sont mes options? Multiples. Nous pouvons déposer des plaintes pénales. Mettre en place des mesures conservatoires immédiates pour protéger vos actifs. Et, le plus important, nous pouvons anticiper tout mouvement juridique qu'il prévoit de faire.
Maître Durand m'a expliqué que nous pouvions mettre en œuvre ce qu'il a appelé un « blindage patrimonial préventif ». Cela comprenait la modification de la structure juridique de mes propriétés, la mise en place de fiducies irrévocables et la création d'une documentation médicale et psychologique certifiant ma pleine capacité mentale. De combien de temps avons-nous besoin ? Ai-je demandé. Si nous agissons rapidement. En 2 semaines ? Nous pouvons avoir tout blindé légalement. Ils ne pourront toucher à rien sans votre consentement explicite. Même s'ils parvenaient à obtenir une déclaration d'incapacité temporaire. Je l'ai autorisé à procéder immédiatement à toutes les mesures de protection. Je lui ai également demandé d'enquêter discrètement sur les avocats qu'Antoine avait consultés pour anticiper leurs mouvements possibles. Mon deuxième arrêt fut le cabinet de la psychologue clinicienne, le docteur Marie-Belle Xavier, spécialiste des évaluations gériatriques. Si Antoine prévoyait de remettre en question ma capacité mentale, j'avais besoin d'une documentation professionnelle irréfutable qui démontre le contraire. Docteur Xavier, ai-je expliqué. J'ai besoin d'une évaluation psychologique complète qui certifie mon état cognitif actuel. Pendant les 3 heures suivantes, je me suis soumis à une batterie exhaustive de tests, évaluation de la mémoire, analyse de la capacité de raisonnement, test d'orientation temporelle et spatiale, et examen de la fonction exécutive. Les résultats ont été catégoriques. Mon score à tous les tests était significativement supérieur à la moyenne de mon groupe d'âge. Le docteur Xavier m'a assuré qu'elle aurait le rapport complet en 2 jours, avec une documentation que n'importe quel tribunal considérerait comme définitive. Cet après-midi-là, j'ai rendu visite à ma sœur Isabelle, de 5 ans ma cadette, et la seule personne de la famille en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Isabelle avait travaillé pendant 30 ans comme greffière au tribunal de grande instance de Lyon et connaissait le système juridique mieux que de nombreux avocats. Jean-Pierre, m'a-t-elle dit après avoir écouté toute l'histoire. C'est beaucoup plus grave que tu ne l'imagines. Si Antoine obtient une déclaration d'incapacité, même temporaire, il peut prendre des décisions contraignantes sur ton patrimoine avant que tu ne puisses inverser le processus. Que me recommandes-tu ? Tu dois agir sur plusieurs fronts simultanément, juridique, financier et familial. Mais tu as aussi besoin de preuves qu'ils agissent de mauvaise foi. Isabelle m'a suggéré quelque chose que je n'avais pas envisagé. Enregistrer les futures conversations avec Antoine et Monique. C'était légal de le faire dans ma propre maison et cela fournirait des preuves irréfutables de leurs intentions réelles. Tu devrais aussi envisager de changer tous tes mots de passe bancaire et d'établir de nouveaux protocoles de sécurité, a-t-elle ajouté. S'ils ont falsifié ta signature une fois, ils peuvent le refaire. Le mardi, je me suis rendu à ma banque pour rencontrer personnellement le directeur général, Monsieur Vianney, avec qui j'entretenais une relation professionnelle depuis 15 ans. Monsieur Vianney, ai-je dit directement. Quelqu'un a accédé à des informations de mes comptes en utilisant des documents falsifiés. J'ai besoin de mettre en place des mesures de sécurité extraordinaires. Monsieur Vianney a pris l'affaire très au sérieux. Nous avons établi un protocole spécial où toute consultation ou transaction liée à mes comptes nécessiterait une vérification téléphonique directe avec moi, en utilisant des questions de sécurité que moi seul connaissais. Monsieur Lefebvre, m'a-t-il expliqué. Nous pouvons également geler temporairement l'accès aux informations sur vos comptes pendant que nous enquêtons sur la manière dont ils ont obtenu les données précédemment. De plus, il m'a suggéré d'ouvrir un nouveau compte courant dans une autre agence, d'y transférer la majorité de mes liquidités et de ne conserver que des fonds minimaux sur les comptes d'origine. Le mercredi, j'ai reçu un appel inattendu qui a complètement changé ma perspective sur les alliés disponibles. C'était Chantal, la sœur cadette de Monique, qui appelait de Marseille. Jean-Pierre, m'a-t-elle dit d'une voix préoccupée. Monique m'a appelé hier. Très bouleversée.
Elle m'a raconté quelque chose sur des problèmes familiaux et des plans d'Antoine qui m'ont beaucoup inquiété. Que t'a-t-elle dit exactement? Qu'Antoine fait pression sur elle pour qu'elle soutienne une sorte de procédure légale contre toi. Elle est très confuse et effrayée. Mais elle sent qu'elle ne peut pas contredire son propre fils. Cette information m'a semblé révélatrice. Monique n'était pas une conspiratrice enthousiaste, mais une victime de la manipulation émotionnelle d'Antoine. Cela me donnait une nouvelle perspective sur la manière d'aborder la situation avec ma femme. Chantal. Serais-tu prête à parler à Monique à ce sujet? Bien sûr. En fait, je prévois de venir vous rendre visite la semaine prochaine. Je pourrais peut-être aider Monique à voir la situation sous un autre angle. Le jeudi. J'ai complété le dernier élément de ma stratégie défensive. J'ai engagé les services d'un détective privé, Gabriel Ferreira, spécialisé dans les cas de fraude familiale. Monsieur Lefebvre, m'expliqua Gabriel, nous pouvons enquêter sur toutes les activités récentes de votre fils et de votre belle-fille, appels téléphoniques, consultations juridiques, mouvements financiers personnels, et même leur communication numérique si nécessaire. Je l'ai autorisé à procéder à une enquête discrète mais exhaustive. J'avais besoin de savoir exactement quels autres mouvements ils avaient faits et s'ils avaient des complices supplémentaires que je n'avais pas identifiés. Ce soir-là, en examinant tous les documents et contrats que j'avais signés au cours de la semaine, j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose de fondamental. J'étais passé du statut de cible vulnérable à celui de quelqu'un protégé par de multiples couches de défense légale et financière. Maître Durand avait commencé les démarches de blindage patrimonial. Le docteur Xavier avait certifié ma parfaite capacité mentale. Monsieur Vianney avait sécurisé mes ressources financières. Isabelle me fournissait des conseils juridiques pratiques. Chantal allait devenir mon allié pour approcher Monique. Et Gabriel enquêtait sur mes adversaires. Mais le plus important, c'est que j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu pendant ces semaines de confusion et de douleur, le contrôle absolu de la situation. Je ne réagissais plus aux mouvements des autres, mais je les anticipais et j'établissais mes propres règles du jeu. Le vendredi soir, alors que Monique dormait d'un sommeil agité à côté de moi, je suis restée éveillée, planifiant les prochaines étapes. Antoine avait mentionné dans son calendrier qu'avril serait le mois de évaluation médicale indépendante. Mais le moment venu, il se heurterait au fait que j'avais déjà une documentation médicale irréfutable, une protection juridique complète et des preuves solides de toutes ces activités frauduleuses. La phase défensive de ma stratégie était terminée. Il était maintenant temps de passer à l'offensive. Le lundi 30 mars, j'ai reçu des nouvelles qui allaient complètement changer l'équilibre des forces dans cette bataille silencieuse. Gabriel Ferreira, mon détective privé, avait découvert des informations qui dépassaient mes pires attentes. Monsieur Lefebvre, me dit-il lorsque nous nous sommes rencontrés à son bureau. Vous devez vous asseoir pour entendre ça. Gabriel a étalé sur son bureau une série de photographies, de relevés bancaires et de transcriptions téléphoniques qu'il avait obtenues par des méthodes entièrement légales. Votre belle-fille, Sylvie, organise cette opération depuis plus longtemps que nous ne l'imaginions. Nous avons trouvé des preuves qu'elle a commencé à enquêter sur votre patrimoine il y a plus de 6 mois. Bien avant que votre fils ne soit impliqué. Il m'a montré des captures d'écran de recherche en ligne que Sylvie avait effectuées sur les procédures de curatelle pour personnes âgées et les droits successoraux anticipés. Les dates remontaient à septembre de l'année précédente. Mais le plus important, a poursuivi Gabriel, c'est que nous avons découvert que Sylvie a des dettes importantes qu'elle a cachées à votre fils. Quel genre de dettes? Elle a beaucoup investi dans un projet immobilier dans le quartier de la Confluence qui a complètement échoué. Elle doit plus de 150 000 € à plusieurs investisseurs privés. Les paiements sont arrivés à échéance en janvier et les créanciers exercent une pression agressive.
Tout s'emboîtait parfaitement. Sylvie n'était pas motivée par une préoccupation familiale ou une planification financière intelligente. Elle était désespérée de régler des dettes qui mettaient sa propre solvabilité en péril. Antoine est-il au courant de ses dettes? Ai-je demandé. Apparemment non. Nos sources indiquent que Sylvie a réussi à le maintenir complètement dans l'ignorance de sa situation financière réelle. Gabriel m'a alors tendu le document le plus percutant, une conversation téléphonique transcrite entre Sylvie et l'un de ses créanciers. Si je n'arrive pas à accéder à ses actifs avant mai, avait dit Sylvie, je devrais déclarer faillite. Mon beau-père a des propriétés d'une valeur de plus d'un demi-million d'euros qui sont pratiquement laissées à l'abandon. C'est un vieil homme qui vit seul avec sa femme, sans réelle capacité à gérer cette richesse. Lire ces mots a été comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Sylvie avait transformé ma famille, mon foyer, en une transaction commerciale pour résoudre ses propres erreurs financières. De plus, a ajouté Gabriel, Antoine n'est pas non plus dans la situation économique qu'il laisse paraître. Son cabinet de conseil a perdu des clients au cours de la dernière année. Ses revenus ont diminué de près de 40%. L'image complète commençait à se former dans mon esprit. Il ne s'agissait pas d'un plan mûrement réfléchi pour mon bien-être, mais d'une opération désespérée de deux personnes ayant de graves problèmes financiers, qui avaient décidé d'utiliser mon patrimoine comme solution à leur crise personnelle. Cet après-midi-là, en rentrant à la maison, j'ai eu une surprise inattendue. Ma belle-sœur Chantal était arrivée de Marseille, comme elle l'avait promis. Elle était assise dans la cuisine, parlant avec Monique, et la tension entre les deux était palpable. Jean-Pierre m'a salué Chantal avec une inquiétude évidente. Nous devons parler tous les trois de ce qui se passe dans cette famille. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Chantal a exercé sur Monique la pression que je n'avais pas réussi à appliquer. En tant que sœur cadette mais plus décidée, avec son franc-parler caractéristique des gens du Sud, elle a réussi à faire avouer à Monique des détails qu'elle m'avait cachés. Antoine m'a dit que si je ne coopérais pas, lui et Sylvie déménageraient loin. Que je ne verrais jamais mes petits-enfants, a admis Monique en larmes. Quels petits-enfants? A demandé Chantal brusquement. Antoine et Sylvie n'ont pas d'enfants. Ceux qu'ils prévoient d'avoir dans le futur? A murmuré Monique. Antoine a dit qu'ils voulaient fonder une famille, mais qu'ils avaient besoin d'une stabilité économique d'abord. Chantal et moi avons échangé un regard significatif. Antoine avait utilisé une promesse de futurs petits-enfants pour manipuler émotionnellement sa mère, profitant de son désir d'être grand-mère. Monique, a dit Chantal fermement. Te rends-tu compte qu'ils utilisent tes propres rêves contre toi pour voler le patrimoine de ton mari? C'est à ce moment-là que Monique s'est complètement effondrée. Entre les sanglots, elle a avoué que pendant des semaines, elle avait senti que quelque chose n'allait pas du tout, mais qu'elle avait eu peur de contredire Antoine. Il m'a aussi fait peur quand il a mentionné qu'il pourrait te faire déclarer incapable, a-t-elle chuchoté. Je sais que ton esprit fonctionne parfaitement, mais il insistait que c'était par précaution. Chantal s'est levée de table, l'air indigné. Monique, ton fils est en train de planifier la destruction de la vie de son propre père pour résoudre des problèmes d'argent. Comment peux-tu même envisager de soutenir une chose pareille? Au cours de cette conversation cruciale, j'ai obtenu quelque chose que je n'attendais pas, ma femme de retour comme alliée. Monique avait été victime de manipulation émotionnelle tout autant que j'avais été victime de tromperie financière. Le mardi, j'ai reçu un appel de Maître Durand qui m'a rempli de satisfaction. Monsieur Lefebvre, nous avons terminé tout le blindage patrimonial. Vos actifs sont désormais protégés par une structure juridique qui rend impossible tout accès non autorisé. Qu'est-ce que cela signifie? Exactement?
Cela signifie que même s'il parvenait à obtenir une déclaration temporaire d'incapacité, il ne pourrait toucher à aucune de vos propriétés, compte bancaire ou investissement sans passer par un processus judiciaire complet qui prendrait des années. Maître Durand avait également enquêté sur les avocats qu'Antoine avait consultés. Ce sont de bons professionnels, mais ils travaillent avec des informations incomplètes et fausses. Quand ils découvriront que leur client a menti sur votre capacité mentale et votre situation familiale réelle, ils se retireront probablement de l'affaire. Le mercredi, j'ai mis en œuvre la phase suivante de ma stratégie, la confrontation contrôlée. Il était temps qu'Antoine sache que je savais exactement ce qu'il planifiait, mais sans encore révéler l'étendue de mes contre-mesures. Je l'ai appelé d'une voix calme. Antoine, je pense que nous devrions avoir une conversation sérieuse sur l'avenir. Pourrais-tu venir à la maison demain après-midi? De quoi veux-tu parler? Papa? A-t-il demandé avec méfiance. Des changements que tu as mentionnés lors du déjeuner de dimanche dernier. Je pense qu'il est temps que tu m'expliques exactement ce que tu as en tête. J'ai pu sentir sa nervosité à travers le téléphone. D'accord. Je viendrai demain vers 18h. Ce soir-là, avec Monique et Chantal comme témoins, j'ai discrètement installé un système d'enregistrement dans le salon. Tout ce qu'Antoine dirait serait enregistré comme preuve supplémentaire. Le jeudi après-midi, en attendant l'arrivée de mon fils, j'ai mentalement passé en revue tous les éléments que j'avais en ma faveur. Protection juridique complète, preuve de ses activités frauduleuses, certification de ma capacité mentale, allié familial retrouvé, information sur les dettes secrètes de Sylvie. Et maintenant, la capacité de documenter tout nouveau mensonge ou menace. Quand Antoine est arrivé à 6 heures précises, il portait avec lui une mallette de documents et une expression de détermination qui ne m'a pas échappé. Il venait préparé pour une conversation qu'il croyait entièrement contrôlée. Il s'est assis en face de moi sur le même canapé où, des années auparavant, je lui avais appris à lire, où nous avions regardé des films ensemble le dimanche, où nous avions célébré ses succès scolaires. Mais maintenant, ce même salon était devenu un champ de bataille, où se déciderait l'avenir de notre relation et de mon autonomie. Papa, a-t-il commencé d'une voix sérieuse? J'ai beaucoup réfléchi à notre situation familiale et financière. Je pense qu'il est temps de faire quelques ajustements importants. Je t'écoute. Ai-je répondu? Avec le même calme que j'avais utilisé pendant des décennies dans des négociations d'affaires complexes. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer serait utilisé plus tard comme preuve contre lui. Il avait complètement sous-estimé son adversaire et était sur le point de découvrir le coût réel de cette sous-estimation. Papa, a poursuivi Antoine en dépliant les documents qu'il avait apportés. Sylvie et moi avons étudié votre situation patrimoniale en détail. Nous pensons qu'il y a d'importantes opportunités d'optimisation que vous devriez sérieusement envisager. Je l'ai observé attentivement pendant qu'il organisait les papiers sur la table basse. Son langage corporel trahissait de la nervosité, mais aussi une confiance artificielle qui me semblait inquiétante. Tout d'abord, a-t-il dit en pointant un document, cette maison représente un actif improductif. Elle est évaluée à plus de 400 000 €. Mais elle ne génère aucun revenu. Cette maison est mon foyer? Antoine, c'est ici que tu as grandi. C'est ici que vit ta mère. C'est précisément pour cela qu'il est économiquement judicieux de transférer la propriété maintenant, pendant que nous sommes tous d'accord. Vous pourriez conserver l'usufruit à vie, mais la nue propriété passerait à mon nom. Cela nous permettrait d'optimiser les droits de succession futurs. La froideur avec laquelle il décrivait le plan de s'approprier ma maison m'a déconcerté. Mais j'ai gardé mon sang-froid. J'avais besoin qu'il continue de parler pour obtenir toute sa confession enregistrée. Et mes autres investissements?
C'est là que la situation devient plus complexe, a-t-il répondu, adoptant un ton apparemment technique. Vous avez trop de diversification pour quelqu'un de votre âge. Vous devriez tout consolider dans des instruments plus conservateurs et faciles à gérer. Il m'a alors montré une proposition détaillée où mes actions, obligations et dépôts à terme seraient liquidés et transférés sur un compte joint qu'il gérerait, à mon profit. Antoine, ai-je dit d'une voix délibérément confuse. Tout cela me semble très compliqué à comprendre. Pourrais-tu me l'expliquer plus simplement? J'ai vu ses yeux s'illuminer, croyant qu'il avait enfin trouvé la vulnérabilité qu'il cherchait. C'est justement pour ça qu'il est si important que tu me laisses t'aider. Papa. Ces décisions financières sont trop complexes pour quelqu'un qui n'est pas familier avec les marchés actuels. Suggères-tu que je n'ai plus la capacité de gérer mes propres affaires? Ce n'est pas une question de capacité, a-t-il répondu rapidement. C'est une question d'efficacité. J'ai une formation en finance. Sylvie comprend le marché immobilier. Nous pouvons maximiser la valeur de votre patrimoine d'une manière que vous ne pourriez pas faire seul. C'était exactement l'aveu dont j'avais besoin. Antoine venait d'admettre implicitement que son plan était de prendre le contrôle total de mes finances sous le prétexte de ma prétendue incompétence. Et si je m'oppose à ces changements? La question a complètement changé la dynamique de la conversation. Antoine s'est visiblement tendu et est resté silencieux pendant quelques secondes qui ont semblé une éternité. Papa. Nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver à des mesures plus formelles. Quel genre de mesures formelles? Il existe la possibilité légale d'établir une curatelle lorsqu'une personne âgée n'est plus en mesure de prendre des décisions financières rationnelles par elle-même. Voilà. C'était la menace directe que j'attendais. Antoine venait d'avouer, avec l'enregistreur en marche, que si je ne livrais pas volontairement mon patrimoine, il procéderait à me faire déclarer légalement incapable. As-tu consulté un avocat à ce sujet? Ai-je demandé, en gardant mon ton de vieil homme inquiet. J'ai obtenu des conseils préliminaires? Oui. Le processus n'est pas compliqué quand il y a des preuves claires d'une détérioration de la capacité de jugement. Quelles preuves? Antoine a ouvert un autre dossier et m'a montré des documents qui m'ont coupé le souffle. Il y avait des photographies de ma maison prises depuis la rue, montrant de petits désordres dans le jardin. Il y avait des copies de comptes rendus médicaux où il avait souligné mes visites pour des problèmes de santé mineurs. Il y avait même une liste manuscrite de « comportements préoccupants » qui incluait des choses comme la « répétition de conversations » et des « oublis fréquents. Comme tu peux le voir, a-t-il dit avec une assurance qui m'a semblé effrayante. Nous avons documenté plusieurs indicateurs qui pourraient inquiéter un évaluateur médical indépendant. Nous avons documenté? Sylvie m'a aidé avec la documentation. Son expérience professionnelle a été inestimable pour présenter les informations de manière cohérente. À ce moment, j'ai compris toute la sophistication du plan. Non seulement ils avaient décidé de voler mon patrimoine, mais ils avaient méticuleusement construit un faux dossier pour justifier légalement leur action. Antoine? Ai-je dit, en adoptant une voix plus tremblante que d'habitude. Tout cela me semble très accablant. Pourrais-je y réfléchir pendant quelques jours? Bien sûr. Papa. Mais il est important que tu ne tardes pas trop à prendre ta décision. Les opportunités d'optimisation fiscale ont des délais. Quel délai? Idéalement, nous devrions avoir tout formalisé avant la fin du mois d'avril. Cela nous donnerait assez de temps pour compléter les transferts avant la clôture de l'exercice fiscal. Fin avril. Exactement la date que j'avais vue dans leur calendrier secret. Antoine venait de confirmer qu'ils avaient un calendrier spécifique pour achever l'appropriation de mon patrimoine. Et si, pendant ces jours de réflexion, je décidais de consulter mes propres conseillers? La question l'a rendu visiblement nerveux. Papa.
Je pense que ce serait contre-productif d'impliquer plus de personnes dans des décisions familiales intimes. De plus, nous avons déjà fait toutes les recherches nécessaires. Mais tu ne t'opposerais certainement pas à ce que je vérifie quelques détails avec ma banque? Le problème, a-t-il répondu avec une prudence évidente, c'est que ta banque pourrait ne pas comprendre complètement le contexte familial de ces décisions. Il pourrait créer une confusion inutile. C'était la confirmation finale dont j'avais besoin. Antoine craignait non seulement que je consulte des professionnels indépendants, mais il voulait spécifiquement éviter que la banque ne vérifie les informations qu'ils avaient utilisées pour obtenir des données sur mes comptes. Je comprends, ai-je dit avec une résignation apparente. Je suppose que je vais faire confiance à ton jugement. Comme je l'ai toujours fait. J'ai vu comment il s'est immédiatement détendu. Il avait interprété ma réponse comme une capitulation. Alors qu'en réalité, c'était la conclusion d'un interrogatoire parfaitement exécuté. Papa, je veux que tu saches que nous faisons tout cela pour ton propre bien. Sylvie et moi nous sommes rendus compte que tu as besoin de protection. Même si tu ne t'en rends pas compte toi-même. Protection de quoi? De toi-même. Principalement. À ton âge, il est naturel que la capacité de jugement soit progressivement altérée. Il vaut mieux anticiper ces problèmes avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Ces derniers mots étaient le joyau de tout l'enregistrement. Antoine avait explicitement admis qu'il considérait que ma capacité de jugement était compromise, fournissant une preuve parfaite de la fausseté de ses motifs. Quand il est parti ce soir-là, emportant ses documents et ses menaces voilées, je suis resté assis dans le salon avec un sentiment de triomphe absolu. J'avais réussi à lui faire avouer complètement ses intentions réelles. J'avais obtenu une preuve enregistrée de ses menaces d'incapacitation. Et j'avais confirmé tous les détails du calendrier qu'ils avaient planifié. Mais le plus important, c'est qu'Antoine repartait convaincu qu'il avait réussi à m'intimider et à me dérouter. Alors qu'en réalité, il venait de fournir la preuve finale dont j'avais besoin pour détruire complètement son plan. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Durand pour l'informer de l'enregistrement. Monsieur Lefebvre, c'est de l'or pur d'un point de vue légal. Avec cette confession, nous pouvons non seulement nous défendre contre toute tentative d'incapacitation, mais aussi porter plainte pour tentative de fraude et coercition. En me préparant à dormir, j'ai réfléchi à ce que j'avais accompli au cours des 3 dernières semaines. J'étais passé du statut de victime potentielle à celui de maître de la situation. Mon patrimoine était blindé légalement. J'avais des preuves exhaustives de toutes les activités frauduleuses d'Antoine et Sylvie. J'avais récupéré Monique comme alliée. Et maintenant, je possédais la confession enregistrée qui rendrait impossible toute action en justice contre moi. Mais le plus satisfaisant, c'est que j'avais réussi tout cela sans que mes adversaires ne soupçonnent même qu'ils n'avaient plus aucun avantage. Ils continuaient de croire qu'ils faisaient face à un vieil homme confus et vulnérable. Alors qu'en réalité, ils étaient tombés dans un piège parfaitement conçu par quelqu'un avec des décennies d'expérience en stratégie d'entreprise. Demain commencerait la phase finale de mon plan, la destruction systématique de tout ce qu'ils avaient construit contre moi. Le vendredi 3 avril, j'ai décidé qu'il était temps de passer de la défense silencieuse à l'offensive calculée. Pendant 3 semaines, j'avais collecté des informations, construit des protections et tendu des pièges. Il était maintenant temps d'utiliser tout cet arsenal de manière dévastatrice efficace. Ma première action a été de contacter directement les créanciers de Sylvie. Gabriel Ferreira m'avait fourni leurs coordonnées. Et j'ai décidé qu'ils méritaient de connaître la véritable situation de leur débitrice. J'ai appelé Nicolas Moreau, le principal créancier qui avait investi 80 000 € dans le projet immobilier raté de Sylvie. Monsieur Moreau, ai-je dit. Je suis Jean-Pierre Lefebvre, le beau-père de Sylvie Dubois.
Je pense que vous devriez savoir que ma belle-fille tente d'accéder frauduleusement à mon patrimoine pour couvrir les dettes qu'elle a envers vous. La conversation qui a suivi a été révélatrice. Nicolas Moreau m'a confirmé que Sylvie lui avait assuré à plusieurs reprises qu'elle aurait accès à des ressources familiales importantes avant le 30 avril. La date limite qu'elle avait négociée pour le paiement. Monsieur Lefebvre. Êtes-vous prêt à garantir les dettes de votre belle-fille? Absolument pas. En fait, je vous recommande de vérifier attentivement tout document qu'elle pourrait vous présenter, soi-disant adossé à mon patrimoine. Il est fort probable qu'il s'agisse de faux. Après avoir raccroché, j'ai su que j'avais planté la première graine de pression externe qui allait compliquer considérablement les plans de Sylvie. Ses créanciers allaient maintenant commencer à enquêter plus profondément sur ses promesses de paiement. Et toute tentative d'utiliser des documents frauduleux serait immédiatement détectée. Ma deuxième action a été encore plus directe. J'ai rendu visite personnellement au cabinet de Maître Santoro, l'avocat qui avait conseillé Antoine sur les procédures de curatelle. Maître Santoro, ai-je dit en me présentant à son cabinet sans rendez-vous. Je suis Jean-Pierre Lefebvre. Et je crois savoir que mon fils vous a consulté au sujet de ma prétendue incapacité mentale. L'expression de surprise et de malaise de l'avocat a été immédiate. Monsieur Lefebvre. Je ne peux pas discuter des cas d'autres clients. Vous n'avez pas besoin de discuter de quoi que ce soit. Ai-je répondu calmement. Vous avez juste besoin de voir ça. Je lui ai tendu le rapport complet du docteur Xavier, certifiant ma parfaite capacité cognitive, ainsi qu'une copie de la transcription de mon enregistrement avec Antoine, où il admettait fabriquer de fausses preuves. Maître Santoro, mon fils vous a systématiquement menti sur mon état mental et mes circonstances familiales. Je vous suggère de vérifier attentivement toute documentation qu'il vous a fournie, car une grande partie pourrait constituer des preuves falsifiées. L'avocat a lu les documents avec une expression de plus en plus grave. Monsieur Lefebvre. Si cela est vrai, il y a un très sérieux problème éthique avec la représentation qui m'a été demandée. Je vous garantis que c'est entièrement vrai. Et je vous préviens que toute procédure judiciaire basée sur de fausses informations sera contestée vigoureusement avec tous les outils juridiques disponibles. En quittant ce cabinet, je savais qu'Antoine avait perdu son principal conseiller juridique. Aucun avocat responsable ne poursuivrait une affaire en sachant que son client avait délibérément fourni de fausses informations. Le lundi 6 avril, j'ai mis en œuvre la troisième phase de ma contre-attaque, l'exposition financière. J'ai contacté directement le patron d'Antoine dans le cabinet de conseil où il travaillait. Monsieur Azevedo, ai-je dit à Carlos Azevedo par téléphone. Je suis le père d'Antoine Lefebvre, l'un de vos consultants. Je dois vous informer d'une situation qui pourrait affecter la réputation professionnelle de votre entreprise. J'ai expliqué qu'Antoine avait utilisé son temps de travail pour consulter des avocats, enquêter sur des procédures légales et planifier des opérations de transfert de patrimoine frauduleuses. J'ai également mentionné qu'il avait utilisé les ressources du bureau pour falsifier des documents et mener des activités qui pourraient constituer une fraude financière. Monsieur Lefebvre. Ce sont des accusations très graves. Avez-vous des preuves de ce que vous affirmez? J'ai une documentation complète de toutes ces activités au cours des 3 derniers mois. Je suis prêt à vous la fournir si vous jugez nécessaire d'enquêter sur le comportement de votre employé. Cette conversation a atteint exactement l'objectif que je visais, créer une pression professionnelle supplémentaire sur Antoine. Juste au moment où il avait le plus besoin de stabilité au travail pour faire face aux problèmes financiers qui s'annonçaient. Le mardi, j'ai reçu un appel furieux de Sylvie, qui a confirmé que ma stratégie fonctionnait parfaitement. Jean-Pierre? A-t-elle crié au téléphone. Qu'est-ce que tu as dit à Nicolas Moreau? Maintenant, il exige des garanties supplémentaires et menace d'engager des poursuites judiciaires immédiates. Je lui ai dit la vérité. Sylvie.
Que je n'ai aucune intention de garantir des dettes que tu as contractées sans me consulter. Ce ne sont pas seulement mes dettes. Ce sont des investissements familiaux qui peuvent nous profiter à tous. Des investissements familiaux? Quand exactement m'as-tu consulté sur ces investissements avant de les réaliser? Le silence qui a suivi a été révélateur. Sylvie n'avait aucune réponse à cette question. Car elle n'avait jamais jugé nécessaire de m'impliquer dans des décisions qui affecteraient mon patrimoine. De plus, ai-je continué? J'ai informé tous mes conseillers financiers de tes tentatives d'accéder frauduleusement à mes ressources. Tout document que tu présenteras avec ma prétendue autorisation sera vérifié de manière exhaustive. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. La famille ne vole pas. Sylvie. La famille ne falsifie pas de documents. La famille ne planifie pas de faire déclarer son patriarche incapable pour résoudre ses propres problèmes financiers. J'ai raccroché le téléphone avec la satisfaction de savoir que j'avais réussi à semer la panique dans le camp ennemi. Les pressions externes que j'avais initiées convergeaient simultanément sur Antoine et Sylvie, compliquant considérablement leur capacité à exécuter leur plan initial. Le mercredi soir, Antoine s'est présenté à ma porte sans prévenir. Son apparence était complètement différente de celle de l'homme confiant qui avait visité ma maison quelques jours plus tôt. Il était débraillé, nerveux et clairement sous une pression énorme. « Papa, il faut qu'on parle. C'est urgent. » « À propos de quoi? Mon fils? Des appels que tu as passés? Des choses que tu as dites aux gens? Quels appels? Ne fais pas l'innocent. Tu sais parfaitement que tu es en train de saboter nos plans. » C'était fascinant de voir comment la pression avait complètement éliminé sa façade de préoccupation filiale. Maintenant, il parlait ouvertement de « nos plans » sans essayer de dissimuler ses véritables intentions. Antoine, je n'ai fait que vérifier des informations avec des professionnels que je connais depuis des années. Est-ce que ça te dérange? Bien sûr que ça me dérange. Tu es en train de compliquer délibérément une situation qui pourrait être résolue simplement. Simplement pour qui? Pour tout le monde. Pour la famille. Y compris pour toi. Surtout pour toi. Tu ne comprends pas que nous essayons de te protéger de toi-même? Cette phrase a été le point culminant de toute la confrontation. Antoine avait complètement révélé sa véritable mentalité. Il croyait sincèrement qu'il avait le droit de prendre le contrôle de ma vie et de mon patrimoine contre ma volonté, en le justifiant comme une protection. Antoine, ai-je dit avec la voix la plus froide que j'ai pu rassembler. Je pense qu'il est temps que tu comprennes quelque chose de fondamental. Je n'ai pas besoin de ta protection. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu respectes mes décisions et mon autonomie. Ton autonomie est compromise. Tu ne peux pas prendre de décisions rationnelles sur des sujets financiers complexes. Selon qui? Selon quiconque observerait objectivement ton comportement récent. Tu parles du comportement qui consiste à enquêter attentivement sur les plans que vous aviez conçus pour mon patrimoine sans me consulter? Ou du comportement qui consiste à vérifier la légalité des documents qui apparaissaient avec ma signature sans mon autorisation? L'expression de choc sur le visage d'Antoine m'a confirmé qu'il avait enfin compris. Que je savais absolument tout ce qu'ils avaient planifié. Papa. Depuis quand sais-tu? Depuis le début. Antoine. Depuis le soir de ce déjeuner. Quand tu as prononcé ces mots si cruels. C'était la première fois de ma vie que je prêtais vraiment attention à ce que tu étais devenu. J'ai vu toute sa stratégie s'effondrer en temps réel sous mes yeux. Le plan qu'ils avaient construit pendant des mois se désintégrait parce qu'ils avaient complètement sous-estimé la capacité de réponse de leur cible principale. Quand il est parti ce soir-là, vaincu et désespéré, je savais que j'avais accompli quelque chose de fondamental. J'avais complètement repris le contrôle de la situation et j'avais mis mes adversaires dans une position défensive désespérée. La phase de contre-attaque avait été un succès complet.
Il était maintenant temps de préparer le coup de grâce. Les jours suivants ont été témoins d'une escalade désespérée de la part d'Antoine et Sylvie. Ce qui a complètement confirmé la justesse de ma stratégie. Quand les gens perdent le contrôle d'une situation qu'ils croyaient dominer, ils commettent des erreurs qui révèlent leur vraie nature. Le jeudi 9 avril, Monique a reçu un appel qui allait définitivement changer sa perspective sur notre fils. Antoine l'a contactée avec une proposition qui m'a laissé sans voix quand elle me l'a racontée. Jean-Pierre, m'a dit Monique en tremblant. Antoine m'a demandé de signer un document, une attestation, déclarant que j'avais observé une détérioration mentale chez toi au cours des derniers mois. Que as-tu répondu? J'ai dit que c'était complètement faux. Que ton esprit fonctionnait parfaitement. Mais il a insisté, en disant que ce n'était qu'une formalité pour protéger la famille. Une formalité? Il a expliqué que si je ne coopérais pas, il devrait chercher des méthodes alternatives pour résoudre la situation. Ses mots exacts ont été, « Maman, tu peux faire ça par la manière douce ou par la manière forte. » La menace directe envers sa propre mère marquait un point de non-retour. Antoine avait franchi la ligne entre la manipulation familiale et la coercition explicite, démontrant jusqu'où il était prêt à aller. Il m'a aussi dit quelque chose qui m'a beaucoup effrayée, a poursuivi Monique. Il a mentionné qu'ils avaient fait des recherches sur des maisons de retraite dans la région au cas où la situation se compliquerait. Ces mots m'ont glacé le sang. Non seulement ils prévoyaient de s'approprier mon patrimoine, mais ils avaient envisagé la possibilité de me faire interner dans un établissement pour éliminer tout obstacle à leur plan. Le vendredi, j'ai reçu une visite inattendue qui allait confirmer mes pires soupçons sur l'étendue réelle de leur conspiration. C'était Thérèse, une cousine de Monique qui travaillait à la mairie de notre arrondissement, venue m'avertir de quelque chose d'inquiétant. Jean-Pierre, m'a-t-elle dit avec une préoccupation évidente. Sylvie est passée à mon bureau hier. Elle posait des questions sur les procédures pour les certificats de décès et les transferts de patrimoine post-mortem. Les certificats de décès? Elle a dit que c'était pour un client. Mais quand je lui ai demandé des détails spécifiques, elle est devenue très nerveuse et a changé de sujet. Ensuite, elle m'a demandé quels étaient les délais pour faire valider un testament et combien de temps prenait le processus de succession. L'information m'a profondément troublée. Sylvie n'avait pas seulement envisagé de me faire déclarer incapable. Elle avait enquêté sur des procédures liées à ma mort. C'était une escalade vers des territoires que je n'aurais jamais imaginés. Thérèse, as-tu eu l'impression que ces questions concernaient un cas spécifique? Absolument. Elle a mentionné des propriétés évaluées à plusieurs centaines de milliers d'euros et des héritiers directs qui voulaient accélérer le processus normal. Ces mots m'ont semblé très étranges. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec Maître Durand. Les informations que j'avais reçues au cours des derniers jours suggéraient que la situation était plus dangereuse que je ne l'avais estimée au départ. Monsieur Lefebvre, m'a dit Maître Durand après avoir tout écouté. Cela a évolué au-delà d'une simple tentative de fraude patrimoniale. Nous parlons de coercition, de menaces familiales, et possiblement de complot en vue de commettre des crimes graves. Que recommandez-vous? Il est temps d'impliquer les autorités. Nous avons suffisamment de preuves pour déposer des plaintes formelles pour faux et usage de faux. Tentative d'escroquerie et coercition familiale. Cependant, j'avais une stratégie différente en tête. Maître Durand, je veux que vous prépariez toute la documentation légale, mais ne la déposons pas encore. Je préfère utiliser cette information comme levier pour une résolution définitive. Le samedi matin, mon téléphone a sonné. C'était un appel que j'attendais. C'était Antoine, et sa voix révélait un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. Papa, il faut qu'on se parle immédiatement. C'est urgent. Quel genre d'urgence?
Les créanciers de Sylvie engagent des poursuites judiciaires. Ils ont saisi sa voiture et menacent de la poursuivre pour escroquerie. Elle dit que tu as délibérément saboté les négociations. Je leur ai simplement dit la vérité sur ma volonté de garantir ses dettes. Papa. Sylvie est désespérée. Elle parle d'options qui me font peur. Quelles options? Je ne peux pas t'expliquer par téléphone. Viens à la maison. S'il te plaît. Sylvie dit que si nous ne résolvons pas ça aujourd'hui, elle fera quelque chose que nous regretterons tous. L'appel m'a confirmé que ma stratégie de pression financière avait fonctionné exactement comme je l'avais prévu. Les créanciers de Sylvie exerçaient maintenant une pression juridique directe. Et elle était en pleine panique. Cet après-midi-là, en arrivant chez Antoine, j'ai trouvé une scène qui a dépassé toutes mes attentes. Sylvie était assise sur le canapé, entourée de documents juridiques, les yeux gonflés de larmes et une expression de désespoir absolu. Jean-Pierre, m'a-t-elle dit sans lever les yeux. J'ai besoin que vous compreniez que ce n'était pas personnel contre vous. Ah. Non. C'était juste une solution pratique à un problème temporaire. Le projet immobilier aurait fonctionné si ce n'était pas pour la crise du secteur. J'avais besoin de capitaux à court terme pour éviter la faillite. Et vous avez décidé que mon patrimoine était la solution à votre problème. Je n'avais pas d'alternative. Les banques ont rejeté tous mes prêts. Les investisseurs privés exigeaient des garanties que je ne pouvais pas fournir. Et c'est pour ça que vous avez décidé de falsifier ma signature et de conspirer pour me faire déclarer incapable? Le silence qui a suivi a été absolu. Antoine regardait fixement le sol, incapable de défendre l'indéfendable. Sylvie. Ai-je continué? Dites-moi exactement quelle option désespérée vous avez envisagée. Je ne. Thérèse m'a parlé de votre visite à la mairie pour vous renseigner sur les certificats de décès et les processus de succession. Voulez-vous m'expliquer de quoi il s'agissait? L'expression d'horreur qui a traversé le visage d'Antoine m'a confirmé qu'il n'avait pas été au courant de cette enquête particulière de sa femme. Sylvie, s'est exclamé Antoine. Tu m'avais dit que tu ne faisais que rechercher des options légales normales. J'explorais toutes les possibilités, a-t-elle répondu sur la défensive. J'avais besoin de comprendre complètement le paysage juridique. Le paysage juridique de ma mort? Ai-je demandé directement. Ce n'était pas ça. C'était juste une information générale. Mais son incapacité à soutenir mon regard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sylvie avait envisagé des scénarios qui allaient bien au-delà de la simple appropriation patrimoniale. Antoine? Ai-je dit à mon fils? Te rends-tu compte jusqu'où cette femme t'a entraîné? Comprends-tu que tu as participé à un complot qui aurait pu se terminer d'une manière que je ne veux même pas imaginer? Antoine a couvert son visage de ses mains. Papa. Je voulais juste. Je pensais que nous faisions ce qu'il fallait pour la famille. Ce qu'il fallait? Falsifier des documents. C'est ce qu'il fallait? Mentir à des avocats. C'est ce qu'il fallait? Menacer ta propre mère? C'est ce qu'il fallait? Je ne savais pas que ça était allé si loin. A-t-il crié, en regardant Sylvie d'un air accusateur. Tu m'avais dit que ce n'était que de la planification financière préventive. C'était préventif? A répondu Sylvie. Préventif avant que la situation ne devienne irréversible. La discussion entre eux m'a révélé quelque chose de fondamental. Antoine avait été manipulé par Sylvie tout autant que le reste d'entre nous. Elle avait progressivement escaladé la conspiration, l'impliquant pas à pas, sans jamais lui révéler toute l'étendue de ses intentions. Quand j'ai quitté cette maison cet après-midi-là, j'emportais avec moi quelque chose que je n'avais pas prévu, la certitude qu'Antoine n'était plus une victime qu'un méchant dans cette histoire. Sylvie avait été la véritable architecte de toute l'opération.
utilisant mon fils comme un instrument pour exécuter son plan désespéré. Ce soir-là, en réfléchissant à tout ce dont j'avais été témoin, j'ai pris une décision cruciale sur la manière de gérer la confrontation finale qui approchait. Le dimanche 12 avril, j'ai reçu l'appel que j'attendais depuis des jours. C'était Antoine, et sa voix semblait complètement brisée. Papa, il faut que je te voie. Seul. Sans Sylvie. S'il te plaît. Où veux-tu qu'on se retrouve? Au parc de la Tête d'Or. Là où je t'ai appris à faire du vélo. Tu te souviens? La référence à ce lieu chargé de souvenirs de son enfance m'a indiqué que quelque chose de fondamental avait changé dans sa perspective. J'ai accepté de le rencontrer cet après-midi-là. En arrivant au parc, j'ai trouvé mon fils assis sur le même banc où, des décennies auparavant, nous avions partagé des après-midi entiers pendant qu'il apprenait à maîtriser son premier vélo. Mais l'homme que j'avais en face de moi était complètement détruit émotionnellement. Papa, a-t-il commencé sans préambule. Sylvie m'a menti sur tout. Que as-tu découvert? Hier soir. Après que tu sois parti. Nous avons eu une dispute terrible. Je lui ai demandé de m'expliquer l'histoire des certificats de décès. Au début, elle a nié. Mais quand je l'ai pressée, elle s'est complètement effondrée. Antoine a couvert son visage de ses mains avant de continuer. Elle m'a avoué qu'elle avait envisagé des scénarios où ta mort naturelle résoudrait tous les problèmes financiers sans complications légales. Entendre ces mots de la bouche de mon propre fils m'a produit un mélange d'horreur et de soulagement. Horreur devant l'ampleur de ce que Sylvie avait envisagé. Et soulagement parce qu'Antoine avait enfin vu sa vraie nature. Quoi d'autre t'a-t-elle dit? Que les dettes sont bien pires que ce qu'elle m'avait dit. Ce n'est pas 150 000 euros. C'est plus de 300 000. Elle falsifie des documents depuis des mois. Pas seulement les tiens, mais aussi ceux d'autres clients de son agence immobilière. La révélation ne m'a pas surpris. Mais elle a confirmé que Sylvie était une criminelle habituelle. Pas seulement une femme désespérée qui avait commis une erreur. Elle m'a aussi avoué qu'elle avait parlé à un médecin corrompu, prêt à signer un certificat de détérioration mentale sans même t'examiner. Pour 20 000 euros. Et tu savais ça? Non. Je jure que je ne savais rien de tout ça. Je pensais vraiment que nous essayions de t'aider avec la planification financière. Quand elle m'a parlé de la curatelle, elle m'a dit que c'était juste par précaution pour éviter des problèmes futurs. J'ai vu de vraies larmes dans les yeux de mon fils pour la première fois depuis qu'il était enfant. Papa. Je me rends compte que j'ai vécu avec une étrangère. La femme que j'ai épousée n'existe pas. C'est une manipulatrice professionnelle qui m'a utilisée pour t'atteindre. Comment te sens-tu par rapport à ça? Honteux. Furieux. Mais surtout, terrifié à l'idée de penser jusqu'où ça aurait pu aller si tu n'avais pas tout découvert à temps. La conversation a duré plus de 2 heures. Antoine m'a raconté des détails que même Gabriel Ferreira n'avait pas découverts dans son enquête. Sylvie avait volé des commissions à sa propre agence, falsifié les documents d'autres clients et utilisé des informations privilégiées pour tromper plusieurs investisseurs. Papa, je dois te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Dis-moi. Pourras-tu un jour me pardonner pour tout ce que j'ai fait? La question m'a touché en plein cœur. Pendant des semaines, j'avais été furieux contre mon fils. J'avais planifié ma vengeance contre lui. J'avais savouré de le voir subir les conséquences de ses actes. Mais assis là, voyant un homme brisé qui réalisait avoir été manipulé par la personne en qui il avait le plus confiance, ma perspective a complètement changé. Antoine, le pardon n'est pas quelque chose qui se gagne. C'est quelque chose qui se donne. Et il est déjà donné.
Comment peux-tu dire ça après tout ce que je t'ai fait subir? Parce qu'au bout du compte, tu restes mon fils. Et parce que maintenant, je comprends que la véritable ennemie, ce n'était pas toi. Ce soir-là, Antoine m'a raccompagnée à la maison et a avoué toute la vérité à Monique. Ma femme a pleuré pendant des heures. Non seulement de soulagement de savoir que son fils n'était pas le monstre qu'il semblait être, mais aussi de douleur de comprendre comment ils avaient tous été manipulés. Le lundi matin, Antoine a pris la décision la plus courageuse de tout ce cauchemar. Il s'est présenté au commissariat de police pour dénoncer formellement Sylvie pour tous les crimes qu'il avait découverts. Inspecteur Ramirez, a-t-il dit à l'officier qui a pris sa déposition. Je dois dénoncer ma femme pour faux et usage de faux. Tentative d'escroquerie. Abus de confiance et complot en vue de commettre des délits contre mon père. La dénonciation d'Antoine, combinée à toutes les preuves que j'avais recueillies pendant des semaines, a créé un dossier criminel accablant contre Sylvie. Mais le plus dévastateur pour elle a été de perdre son principal complice et témoin à décharge. Ce même après-midi, la police a exécuté un mandat de perquisition au domicile d'Antoine et au bureau de Sylvie. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé toutes nos attentes. Des dossiers complets de multiples fraudes, des documents falsifiés, de la correspondance avec le médecin corrompu, et des plans détaillés pour escroquer non seulement notre famille, mais aussi plusieurs autres clients. Le mardi, Sylvie a été arrêtée à son bureau, devant tous ses collègues. Les chefs d'accusation comprenaient l'escroquerie aggravée, la falsification de documents publics, l'abus de confiance et l'association de malfaiteurs. Le procureur a estimé que les peines pourraient s'élever jusqu'à 15 ans de prison. Quand Antoine m'a appelé pour m'informer de l'arrestation, sa voix était différente. Pour la première fois depuis des mois, elle ressemblait à celle du fils dont je me souvenais des années auparavant. Papa, je veux que tu saches quelque chose d'important. Quoi? Pendant tous ces mois, au fond de mon cœur, je savais que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais peur de l'admettre, parce que cela aurait signifié que mon mariage était un mensonge, que ma vie était un mensonge. Et maintenant, je préfère vivre avec la vérité douloureuse plutôt qu'avec un mensonge confortable. Et la vérité, c'est que j'ai failli détruire la personne la plus importante de ma vie pour quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment aimé. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble pour la première fois depuis ce funeste repas du 15 mars qui avait déclenché tout ce cauchemar. Mais maintenant, l'atmosphère était complètement différente. Monique avait préparé un bœuf bourguignon, un autre plat qu'Antoine adorait. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pu voir un sourire sincère sur le visage de mon fils. Papa, m'a-t-il dit alors que nous terminions de dîner. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je t'écoute. Pendant toutes ces semaines, alors que je pensais te protéger, en réalité, c'était toi qui nous protégeais tous. Tu as découvert la vérité. Tu as élaboré une stratégie. Et tu nous as sauvés d'une catastrophe que nous ne voyions même pas venir. J'ai juste fait ce que n'importe quel père aurait fait. Non. Papa. Tu as fait ce que seul quelqu'un avec ton expérience, ton intelligence et ton amour pour la famille pouvaient faire. Tu nous as sauvés de nous-mêmes. En l'écoutant, j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose de plus important que de protéger mon patrimoine ou de démontrer ma capacité mentale. J'avais récupéré mon fils et j'avais sauvé ma famille de la destruction totale. La guerre était terminée. Mais les cicatrices mettraient du temps à guérir. Cependant, pour la première fois depuis des semaines, j'avais la certitude que nous guéririons ensemble. En tant que vraie famille. Sans mensonge ni manipulation. Le chapitre final de cette histoire était encore à écrire. Et pour la première fois depuis longtemps,
Je savais qu'il aurait une fin heureuse. 6 mois après l'arrestation de Sylvie, ma vie avait trouvé un équilibre que je n'aurais jamais imaginé possible. C'était en octobre 2024. Et en regardant les feuilles dorées tomber dans mon jardin, je réfléchissais à tout ce que nous avions vécu en tant que famille. Le procès de Sylvie s'était terminé en septembre par une condamnation à 12 ans de prison. Les accusations de fraude multiple, de falsification de documents et de complot criminel avaient été irréfutables grâce à toutes les preuves que nous avions recueillies. Mais le plus satisfaisant n'avait pas été de l'avoir payé pour ses crimes, mais de voir comment la vérité avait libéré ma famille de ses mensonges. Antoine avait entamé la procédure de divorce immédiatement après l'arrestation. Le processus avait été rapide, étant donné que Sylvie était en prison et ne pouvait rien contester. Mon fils avait progressivement retrouvé sa dignité et sa paix mentale, bien que les cicatrices émotionnelles mettraient des années à guérir complètement. Papa, m'avait-il dit quelques semaines auparavant. Chaque jour qui passe, je réalise plus de choses qu'elle a manipulées dans notre relation. Des décisions que je pensais être les miennes. Des opinions que je pensais avoir formées indépendamment. C'est terrifiant de découvrir à quel point une grande partie de votre propre vie n'était pas vraiment la vôtre. Le processus de reconstruction avait été graduel et constant. Antoine avait vendu la maison qu'il partageait avec Sylvie et avait loué un petit appartement près de chez nous, dans le quartier de la Croix-Rousse. Les dimanches étaient redevenus des jours de famille, mais maintenant avec une dynamique complètement différente, basée sur une honnêteté absolue et un respect mutuel. Monique avait connu sa propre transformation au cours de ces mois. La culpabilité d'avoir été complice, bien qu'involontaire, de la conspiration l'avait conduite à suivre une thérapie. Avec l'aide d'un professionnel, elle avait appris à reconnaître les techniques de manipulation qui avaient été utilisées contre elle et avait développé une nouvelle force émotionnelle. Jean-Pierre, m'avait-elle avoué un soir alors que nous nous promenions dans le jardin. Pendant 40 ans de mariage, j'ai pensé te connaître complètement. Mais ces derniers mois m'ont montré des aspects de ton caractère que je n'avais jamais vus. La manière dont tu as géré toute cette crise était extraordinaire. J'ai juste fait ce que je devais faire pour protéger notre famille. Non. Tu as fait bien plus que ça. Tu as gardé ton calme quand j'étais hystérique. Tu as pensé stratégiquement quand nous réagissions émotionnellement. Et le plus important, tu n'as jamais perdu ta compassion pour Antoine, même quand tu croyais qu'il était ton ennemi. Ma relation avec ma sœur Isabelle s'était énormément renforcée. Son aide pendant les moments les plus difficiles avait été inestimable. Et maintenant, nous nous rendions visite régulièrement. J'avais récupéré non seulement ma famille immédiate, mais aussi des liens familiaux qui étaient en sommeil depuis des années. Ma relation professionnelle avec Maître Durand avait évolué vers une amitié sincère. Le blindage patrimonial que nous avions mis en place restait actif. Non par méfiance envers ma famille restaurée, mais comme mesure préventive contre toute menace extérieure future. Monsieur Lefebvre, m'avait dit Maître Durand lors de notre dernière réunion. Votre cas est devenu une étude de modèle dans mon cabinet sur la manière de gérer les crises familiales complexes. La combinaison de protection juridique préventive, d'enquête méticuleuse et de patience stratégique a été exemplaire. L'aspect financier avait eu une issue étonnamment positive. Les actifs que Sylvie avait volés à d'autres clients ont été partiellement récupérés grâce à notre enquête. En récompense pour avoir fourni des preuves cruciales, j'ai reçu une compensation économique significative que j'ai décidé de consacrer entièrement à un fonds d'éducation pour les jeunes en situation de vulnérabilité à Lyon. Si quelque chose de bon peut sortir de cette expérience, avais-je expliqué à Antoine, c'est que d'autres jeunes aient de véritables opportunités de construire des vies honnêtes. La plus grande transformation avait été dans ma propre perspective sur le vieillissement et la vulnérabilité. Pendant 67 ans, j'avais construit mon identité autour du fait d'être un pourvoyeur et un protecteur.
La crise m'avait démontré que ces rôles ne disparaissent pas avec l'âge, mais qu'ils évoluent vers des formes plus sophistiquées. Avant tout cela, ai-je réfléchi lors d'un déjeuner familial récent? Je pensais que vieillir signifiait devenir progressivement plus dépendant. Maintenant, je comprends que l'expérience accumulée peut être l'arme la plus puissante que nous ayons contre ceux qui tentent de profiter de nous. Antoine avait trouvé un nouveau but professionnel. Il avait quitté son travail de consultant et avait commencé à se spécialiser dans le conseil pour la prévention des fraudes familiales. Son expérience personnelle, bien que douloureuse, lui avait donné une crédibilité unique pour aider d'autres familles. Papa. Chaque semaine, je reçois des appels de personnes âgées qui soupçonnent que leurs proches complotent quelque chose contre elles. Pouvoir utiliser ce que j'ai appris de toi pour les aider me fait sentir que toute cette douleur a servi à quelque chose de positif. Le changement le plus visible avait été dans la dynamique de nos déjeuners du dimanche. Il n'y avait plus de tension cachée, de conversations forcées ou d'arrière-pensées. Antoine apportait des desserts de différentes pâtisseries qu'il découvrait pendant la semaine. Monique préparait des plats expérimentaux qu'elle trouvait dans des magazines de cuisine. Et moi, je racontais des anecdotes de mes années d'entreprise que je n'avais jamais partagées auparavant. Tu sais ce que j'apprécie le plus dans ces dimanches? M'avait demandé Antoine il y a quelques semaines. Quoi? Que pour la première fois depuis des années, quand on se parle, on dit tous exactement ce qu'on pense. Il n'y a pas d'agenda caché, pas de manipulation, pas de peur. Juste une vraie famille ayant de vraies conversations. La leçon la plus profonde que j'avais tirée de toute cette expérience concernait l'importance de rester vigilant sans perdre la capacité d'aimer. Pendant des décennies, j'avais fait aveuglément confiance à ma famille, en supposant que l'amour garantissait la loyauté. Maintenant, je comprenais que le véritable amour inclut la responsabilité de protéger ceux que vous aimez. Même d'eux-mêmes. Un après-midi, en organisant des papiers à mon bureau, j'ai retrouvé le carnet où j'avais initialement documenté toutes les preuves de la conspiration. J'ai relu les notes de ces premières semaines d'enquête et j'ai été surpris de me souvenir de la peur et de la confusion que j'avais ressentie. Si je pouvais envoyer un message à cet homme de Mars, ai-je pensé? Je lui dirais de faire confiance à son instinct, de ne pas sous-estimer ses propres capacités, et de se rappeler que l'expérience de la vie est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai décidé de partager une dernière réflexion avec ma famille. Antoine, Monique, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Ces mois ont été les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus révélateurs. Ils m'ont appris que la véritable force familiale ne vient pas de l'évitement des conflits, mais de leur confrontation ensemble, avec une honnêteté totale. Que veux-tu dire? A demandé Monique. Que je n'ai plus peur de vieillir. Pendant toute cette crise, je me suis prouvé, autant qu'à vous, que l'âge ne m'a pas affaibli. Il m'a affiné. Chaque année d'expérience a été un outil que j'ai utilisé pour protéger ce que j'aime le plus. Antoine a levé son verre de vin. À mon père, qui nous a appris que la sagesse n'est pas seulement de savoir quoi faire, mais quand le faire. Et comment le faire sans y perdre son âme. Alors que nous trinquions ce soir-là, regardant vers un avenir qui ne me faisait plus peur, j'ai su que j'avais accompli quelque chose de plus précieux que de protéger mon patrimoine. J'avais transformé une trahison dévastatrice en une opportunité de construire des relations familiales plus fortes et plus authentiques. L'histoire était terminée. Mais la vie continuait. Et pour la première fois depuis des décennies, j'étais impatient de découvrir ce qui allait suivre. Si mon histoire vous a plu, vous pouvez me soutenir en faisant un don. Cela me permettra d'écrire de nombreuses autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place?
J'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Alors, écrivez-la dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous en pensez. Ah. Et dites-moi aussi où vous avez écouté cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Je vous embrasse et à la prochaine.